Une surprise, le ministre de l'Éducation est en train de rendre publiques les propositions du gouvernement en matière d'enseignement privé. La mort de 2 jeunes Marocains qui faisaient une grève de la faim dans la prison de Marrakech, une trentaine de détenus poursuivent le jeûne. Fiscalité simplifiée pour ceux qui veulent créer une entreprise, un délai d'1 mois devrait maintenant suffire. Et puis c'est mal parti pour la navette, ça n'est même pas parti du tout puisque le vol est reporté à demain, si tout va bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout va décidément très vite en politique depuis une semaine. C'est ainsi qu'en quelques heures, la querelle scolaire a fait de grands pas vers sa solution. Voici en effet plusieurs jours que des tractations fort discrètes se poursuivaient entre le ministre et les intéressés. M. Chevènement est actuellement en train de rendre publiques les propositions du gouvernement sur l'enseignement privé. Nous retrouvons tout de suite Dominique Lory pour avoir des détails. Oui Bernard, vous le savez, Jean-Pierre Chevènement avait annoncé lundi qu'il ferait prochainement des propositions simples et pratiques selon sa formule. Mercredi, le ministre recevait le CNAL plutôt réservé à la sortie. Ce matin, il recevait l'UNAPEL. Le président Pierre Daniel n'a fait aucune déclaration, mais vous l'avez dit, on le savait, Jean-Pierre Chevènement voulait faire vite, très vite, c'est fait. Voici donc, c'est officiel depuis quelques instants, les premières propositions concernant les rapports entre l'enseignement privé et l'État après le retrait de la loi Savary. Premièrement, le financement des établissements privés sous contrat serait soumis au budget limitatif, c'est-à-dire en clair aux mêmes règles que celles de l'enseignement privé, alors que jusqu'à maintenant, vous le savez, l'école privée pouvait ouvrir des classes sans avoir de restrictions budgétaires de la part de l'État. Deuxièmement, les EIP, les établissements d'intérêt public qui figuraient dans la loi Savary, sont supprimés, mais des membres des collectivités locales seraient représentés dans les instances privées gérant des fonds publics. En bref, on pourrait dire qu'il y aura un contrôle bien plus strict des fonds publics versés à l'enseignement privé. Enfin, les contrats d'association sont maintenus, mais pour les nouveaux contrats, notamment pour le primaire, il faudra l'accord de la commune. Tout cela se fera progressivement dans la loi de finances, dans la loi de décentralisation et sous forme de décret. Voilà les propositions de Jean-Pierre Chevènement ce soir. Ce sont donc les propositions que le ministre de l'Éducation vient tout juste de rendre publiques sur l'enseignement privé. Alors ce sont des progrès décisifs à mettre sans doute au crédit de la décrispation qui est décidément à l'ordre du jour. À ce sujet, il faut suivre de près l'examen par le Sénat d'un projet de loi qui a soulevé en son temps une vive polémique puisqu'il s'agit du projet de loi sur les entreprises de presse. L'occasion, estiment les sénateurs de l'opposition, l'occasion pour eux de tester la volonté du gouvernement de normaliser ses relations avec la Haute Assemblée. Le sénateur Jean Cluzel, qui est aussi rapporteur du projet de loi, s'en est expliqué au micro de Pierre Alain. Ce que nous recherchons actuellement, c'est dans une volonté d'apaisement. C'est dans une volonté qui mettrait fin à toute passion pour que la sagesse, la mesure et la raison dominent. C'est rechercher le dialogue avec le gouvernement. Et ce que demain je vais dire à la tribune du Sénat, c'est que le gouvernement peut ou bien retirer ce texte, mais il fallait un texte pour la presse, donc qu'il ne le retire pas, mais qu'il accepte le dialogue avec le Sénat, qu'il accepte de prendre en compte, nous ne sommes pas partisans du tout ou rien, qu'il accepte donc de prendre en compte nos raisons, nos propositions. Il n'est pas obligé d'interrompre la navette après la seconde lecture, c'est une pratique, ce n'est pas une obligation. Voilà ce que nous recherchons, le dialogue, l'apaisement, une bonne loi pour la démocratie, puisque la presse est au cœur de la démocratie, en ce sens qu'elle concourt à la formation de l'opinion publique. Les députés ont adopté aujourd'hui en troisième lecture le projet de loi ramenant à 65 ans l'âge de la retraite des hauts fonctionnaires ainsi que des responsables des entreprises et établissements du secteur public. Un nouveau sondage permet de faire le point sur l'état d'esprit des Français après les polémiques de l'été et notamment le débat agité sur le référendum. C'est un sondage fait par BVA pour l'hebdomadaire Paris Match. On y apprend entre autres que selon les personnes interrogées, le chef de l'État sort affaibli de l'été pour aborder la rentrée. C'est ce que pensent 60% des personnes qui ont répondu au questionnaire. En revanche, et cela crée une situation nouvelle, le nouveau Premier ministre, M. Fabius, sort quant à lui renforcé par rapport aux autres hommes politiques. C'est en tout cas ce que pensent
61% des personnes interrogées. Les Français lui font confiance, si l'on en croit ce sondage, pour moderniser la France, alors que les avis sont plus partagés quant à sa capacité de rassembler les Français. Des résultats qui méritent un commentaire, Albert Duroy. Et que le Premier ministre sorte renforcé de cet été politique, bouillonnant et embrouillé, et que le chef de l'État en sorte affaibli, n'est pas tout à fait surprenant. Laurent Fabius est tout nouveau, tout beau. François Mitterrand, en revanche, continue à supporter le poids des événements désagréables des mois précédents, comme l'affrontement scolaire, même s'il vient de se terminer, ou l'impopularité du gouvernement Mauroy. Depuis mars 1983, il n'était plus seulement président de la République, mais aussi Premier ministre bis. Le premier n'a pas encore remonté le handicap du second. Cette situation anormale d'un chef de gouvernement plus populaire que son président serait lourde de menaces si Fabius n'était pas entre tous un fidèle de Mitterrand et surtout si ce déséquilibre se prolongeait. Mais l'autorité intacte du nouveau Premier ministre permettra désormais au chef de l'État de redevenir exclusivement président et ainsi de reprendre de la hauteur. Mais il est encore trop tôt pour faire le vrai bilan de cet été politique. D'ailleurs, il y aura deux manières de le faire. On peut dire: le président voulait un référendum, il ne l'aura pas, il a donc perdu. Mais on peut dire aussi, début juillet, le pouvoir était coincé et l'opposition triomphante. Fin août, le pouvoir respire et l'opposition est désorientée. Une remarque enfin qu'inspire ce sondage BVA de tous les événements de l'été. Le plus important aux yeux des Français, ce n'est pas, et de loin, l'affaire du référendum ou le retrait de la loi Savary, ce n'est pas non plus le changement de Premier ministre ou le départ des ministres communistes, c'est la hausse des prix de l'essence, du téléphone et des transports. Voilà qui ramène à leur juste place les débats politiciens. À propos de la hausse des prix, une confirmation, l'indice de juillet a bien été de 0,7%. D'après les calculs de l'INSEE, ce chiffre porte à 4,4% cette hausse des prix pour les 7 premiers mois de l'année 84. Il y avait un conseil des ministres aujourd'hui. Parmi les textes présentés, un dispositif mis au point par Mme Cresson pour favoriser la création d'entreprises. Ce texte devrait permettre de créer une entreprise dans un délai d'1 mois. Jusqu'à présent, les délais étaient beaucoup plus longs et le chef de l'État s'était engagé à les raccourcir lors d'une visite à l'usine Saint-Gobain au mois de mai dernier. Il est vrai que les Français créent de plus en plus d'entreprises. Il y en a eu 115 000 l'année passée. Mais l'un des problèmes essentiels auxquels sont confrontés les nouveaux entrepreneurs, c'est la préparation des dossiers soumis à l'administration ou aux banques. Alors pour les aider, des cabinets spécialisés ont vu le jour. Daniel Asquin. 2,5 millions de Français souhaitent créer leur entreprise. Entre le souhait et la réalisation, le pas est difficile à franchir. Manque d'informations, peur d'investir, tracasseries et longueur administrative en découragent un bon nombre. Depuis 2 ans, Michel Devance, conseil de futurs entrepreneurs, étudie leurs idées et constitue rapidement le dossier administratif. S'il vient chez nous, en 8 jours, nous lui constituons sa société et il est prêt pour démarrer son activité. Alors, comparativement aux filières, disons, connues, normales, qui existent, qu'est-ce que vous proposez face à cela, actuellement, pour constituer une société en 8 jours? Simplement, d'appliquer toutes les obligations dans leur forme la plus simple, la plus claire, la plus compréhensible pour celui qui va l'avoir à le faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire les statuts, qui est le contrat entre les associés, ne pas faire un texte de 20 pages, dans lequel on recopiera des textes sans intérêt, mais faire les statuts pour ce qui est important, pour ce qui compte, pour ce qui est nécessaire, pour ce qui caractérise l'entreprise. Une déclaration de conformité. Bon, nous faisons ces 2 documents sur un micro-ordinateur, en une demi-heure c'est fait. Pour faire une constitution de SARL au capital de 20 000 francs, les frais obligatoires sont de 1 500 francs et nous prenons 1 500 francs d'honoraires. Ça fait 3 137 francs et 30 centimes, TTC 3 519 francs 40. En 2 ans, dit-il, 700 sociétés ont été ainsi constituées. 10 seulement ont disparu, non pas après un dépôt de bilan, mais après résiliation de l'inscription au registre du commerce. Certains chefs d'entreprise, après un échec par exemple, repartent à l'attaque, encouragés dans un premier temps par l'aide qui leur est apportée. Ah bah j'ai rien fait, j'ai apporté des papiers, j'ai signé, j'ai apporté un extrait d'acte de naissance et c'est tout. Tandis que la première fois j'ai été à la chambre de commerce 2 fois, il faut faire la queue 4 heures, c'est très pénible. Il faut aller dans les journaux, porter l'annonce, taper les statuts, aller aux impôts, enfin, etc. C'est fastidieux. Lorsque vous avez créé votre première entreprise, vous avez mis combien de temps pour la mettre sur pied? 1 mois. Et, un bon mois. Et cette fois-ci?
8 jours. Reste à chaque créateur d'assurer le succès de son idée, car l'association n'assure ni les cours de gestion, ni le suivi de l'entreprise une fois créée. Peut-être des difficultés pour les Haussiens qui ont choisi le train pour revenir de vacances. Les conducteurs autonomes de la SNCF ont déposé un préavis de grève de 24 heures pour les 31 août et 1er septembre. Ils protestent contre les modalités d'application des 35 heures. La direction affirme que le transport des passagers sera assuré. Un pont entre le continent et l'île de Ré, l'arrêté d'utilité publique a été signé hier par le préfet de Charente-Maritime. Il met ainsi provisoirement fin à la véritable bataille que s'étaient livrés les partisans du pont et les écologistes qui y étaient opposés. Rien n'est pour autant terminé et l'on devrait assister maintenant à un combat juridique. Il faut dire que les points de vue sont diamétralement opposés. Michel Perrault. Dans 4 ans, ce bac aura disparu. Actuellement, il assure jour et nuit, 21 heures sur 24, la liaison entre l'île de Ré et le continent. Hors saison, les 5 bateaux en service peuvent assurer sans problème le trafic. Pendant les mois d'été, l'embouteillage est tel qu'il faut parfois plusieurs heures avant de pouvoir embarquer. Un problème qui touche certes les vacanciers, mais surtout menace la vie économique de l'île. Il faut attendre 1 heure dedans, là, et puis après le passage. Et puis les bacs marchent plus ou moins bien, ainsi de suite, tout ça, ou si on a besoin. Hein. Et avec leur grève. Alors un pont, on en parle depuis près de 40 ans. Un projet précis existe depuis une dizaine d'années. Cette fois, la décision est définitive. Les travaux commenceront dès l'année prochaine. Un ouvrage de près de 3 km de long, soutenu par une trentaine de piliers à 25 mètres au-dessus de la mer. Le pont est la solution rentable. J'en veux pour preuve que ce sont les ponts de l'île d'Oléron et de la Seudre qui actuellement payent le déficit de la liaison par bac. Le projet aura des retombées économiques positives et pourtant il ne fait pas l'unanimité parmi les 12 000 habitants de l'île qui reçoit l'été près de 200 000 vacanciers. Ils craignent notamment un développement du tourisme sauvage qui est déjà actuellement l'une des plaies les plus visibles de l'île. Campings et colonies de vacances pullulent. 3000 caravaniers ont acheté ou loué de minuscules lopins pour y installer leurs maisons mobiles qu'ils ont peu à peu transformées en véritables petits cabanons. Ça me suffit. Ce phénomène risque de s'intensifier. Nous risquons d'avoir une véritable ville de plein air dans tout l'environnement de la commune de La Flotte. L'ouverture du pont devrait au moins doubler le nombre de touristes et les adversaires du projet craignent l'arrivée massive des promoteurs, la montée des prix du terrain et la spéculation. Aujourd'hui, le débat est clos, l'arrêté préfectoral d'utilité publique est signé, les travaux peuvent commencer, les Iliens s'organiseront pour contrôler les quelques inconvénients, leur attachement au continent. 2 étudiants marocains sont morts hier dans une prison de Marrakech. Ils observaient depuis 55 jours une grève de la faim avec 33 autres détenus. Ils avaient été condamnés au lendemain des émeutes de la faim au Maroc, des émeutes auxquelles ils n'auraient pourtant même pas participé. Des militaires dans les rues de Nador, ils viennent d'arrêter un adolescent. C'était en janvier dernier, quelques heures d'émeutes spontanées déclenchées par des lycéens. On les a appelés les émeutiers de la faim. L'armée boucle la ville et tire, des dizaines de morts. Pour toute réponse, le roi Hassan déclare alors « Les émeutiers sont manipulés par les intégristes, les sionistes et les marxistes-léninistes ». La sanction tombe en mai dernier, de 1 à 15 ans de prison pour une quarantaine de jeunes gens. 2 mois plus tard, ils entament une grève de la faim à la prison de Marrakech pour réclamer le statut de prisonnier politique. Une grève que les autorités ont tenté de stopper par tous les moyens. Les prisonniers ont été torturés. Oui, ils ont été torturés pour obliger les grévistes qu'ils cassent leur grève. Jusqu'à maintenant, nous connaissons deux étudiants qui sont morts. Il y a encore d'autres. Ils sont 35 en tout à poursuivre cette grève. Des étudiants, des avocats, un poète. C'est lui que l'on voit sur cette photo, son frère témoigne. Dans quel état sont ceux qui sont encore vivants? C'est leur dernière extrémité. Votre frère, par exemple, vous savez dans quel état? Mon frère, il est dans le coma. Je ne sais pas comment il est. Est-ce que votre famille peut le voir? Est-ce qu'elle le sait, elle? Ils l'ont vu le vendredi dernier. Ils m'ont dit qu'il ne peut plus parler, qu'il ne voit plus, qu'il ne bouge plus. Et tous les autres sont dans la même situation.
La liste sinistre des prisonniers politiques au Maroc ne s'arrête pas là. À côté des 35 qui font la grève de la faim à Marrakech et Safi, d'autres sont détenus, ici à Rabat par exemple. L'ancien président de l'association marocaine des droits de l'homme, maître Ben Hammer, est sous les verrous. À la prison de Kénitra, ici, plus au sud, plus de 70 ont été officiellement recensés par Amnesty International. Certains sont là depuis 10 ans pour avoir distribué des tracts. Parmi eux, 2 hommes, Hassan Elbou et Chtimin Miloud, qui ont sombré dans la folie. Devant leur état de santé, le syndicat français des psychiatres a d'ailleurs demandé leur libération immédiate. Et puis, paradoxe ou arbitraire du pouvoir royal, il y a 3 jours, 32 prisonniers de Kénitra sont libérés, les voici. Au Maroc, ce geste apparaît pourtant bien dérisoire, car ce soir, dans les familles de Marrakech, de Safi, d'Essaouira, on attend le nom du prochain mort des grévistes de la faim. En Afrique du Sud, nouveau désaveu pour le gouvernement de Pretoria, puisque pour la seconde fois, les électeurs d'une minorité, en l'occurrence les Indiens, ont boycotté les élections au Parlement. Seuls 20% d'entre eux se sont présentés au bureau de vote, un peu moins que les métis qui ont voté la semaine dernière. Jean-Marc Ilouz. Il votait hier pour la première fois, mais un électeur sur 5 seulement aura participé à ces élections sur mesure, réservées aux 900 000 Asiatiques d'origine indienne vivant en Afrique du Sud. Et ceux comme celui-ci qui avait choisi de se porter candidat seront donc bien loin de pouvoir parler demain au nom de leur communauté. Tout comme les 2 millions de métis appelés à voter la semaine dernière, moins d'1 sur 3 seulement s'étaient rendus aux urnes. Manifestement, ceux qui n'avaient jamais eu le droit de vote ne débordent pas pourtant d'enthousiasme pour le nouveau système électoral octroyé par la minorité blanche au pouvoir. Un parlement à 3 chambres, une grande pour les 5 millions de blancs, une moyenne pour les 2 millions de métis, une petite pour les 900 000 asiatiques et rien pour les 24 millions de noirs, exclus de ce système au nom du développement séparé des races. Pas question de légitimer une loi électorale toujours raciste, avait prévenu la plupart des associations communautaires indiennes. Elles avaient recommandé le boycottage, attitude qui avait entraîné l'arrestation de 73 personnalités indiennes. Et hier, la bataille électorale s'est déroulée plus dans la rue que dans les bureaux de vote, opposant dans ce faubourg indien de Johannesburg police et partisans du boycottage. Manifestants et policiers se sont accusés mutuellement de faire pression sur les électeurs. Ce soir, le gouvernement sud-africain estime que ces élections sont un premier pas, mais il n'a pas réussi à pousser métis et asiatiques à se désolidariser de la majorité noire. Une vingtaine de tués et une quarantaine de blessés, c'est le bilan du raid effectué hier par l'aviation israélienne contre une position palestinienne dans la plaine de la Beka au Liban. Ce sont essentiellement des militaires qui ont été tués dans l'opération. Reste que les bombes israéliennes ont touché de plein fouet 2 bâtiments. L'un d'entre eux servait de prison et il abritait une centaine de détenus. L'aviation israélienne avait déjà effectué le 16 août dernier une opération contre une base de la région. C'est le 14e raid de l'aviation israélienne depuis le début de l'année au sud Liban. Liban toujours, avec la mort de Pierre Gemayel, c'était l'une des personnalités majeures des chrétiens libanais, fondateur du parti Katayeb, c'est-à-dire les Phalanges. Monsieur Gemayel était le père de l'actuel président de la République, Amin Gemayel. Philippe Rochaud nous rappelle qui était et quelle fut l'importance politique de Pierre Gemayel dans les événements qui ont secoué le Liban depuis le début de la guerre civile. Voici la dernière apparition de Pierre Gemayel, aujourd'hui même au patriarcat maronite du Liban. Quelques instants plus tard, il était terrassé par une crise cardiaque. Pierre Gemayel, c'était d'abord le chef des Phalanges chrétiennes et le fondateur de cette organisation paramilitaire qui allait se retrouver en première ligne dans les combats contre les Palestiniens dès 1975. Son fils Béchir, qui l'accompagne ici, allait même devenir le chef militaire de cette véritable armée des chrétiens. Pierre Gemayel avait fondé les Phalanges en 1936, au lendemain des Jeux Olympiques de Berlin, impressionné par une discipline qui manquait sans doute à son pays. Pierre Gemayel allait pourtant en payer le prix par la mort de son fils Béchir, élu au présidentiel de 82, mais tué dans un attentat quelques jours seulement avant sa prise de fonction. L'homme qui pleure ici à ses funérailles était aussi le chef d'une famille de 6 enfants et le père de celui qui allait devenir l'actuel président de la République du Liban, Amin Gemayel. Pour lui, la tragédie du Liban était aussi un drame personnel et il pleurait sur son pays comme il pleura sur son fils.
situation est, comme vous voyez, lamentable. Et nous en voulons au monde civilisé de regarder les bras croisés ce pauvre pays se détruire et en regardant tout ça les bras croisés. Et c'est dommage parce que c'est certainement un des pays les plus évolués au monde et c'est vraiment dommage que le monde regarde cette civilisation libanaise tomber et regarder ça sans rien faire. Pierre Gemayel restera l'un des rares chefs politiques du Liban à être mort dans son lit. Son fils Amin reçoit seul aujourd'hui son héritage politique. En bref, à l'étranger, à noter un communiqué de l'agence TASS qui dénonce ce qu'elle considère comme un rapprochement de plus en plus manifeste entre Paris et l'OTAN. L'agence officielle soviétique fait référence à un article publié hier dans le Figaro par le ministre français de la Défense. M. Ernu se prononçait pour une politique commune de l'armement entre partenaires européens. Le chef de l'État est-allemand, M. Erich Honecker, pourrait ajourner sa visite en Allemagne fédérale. Il devait aller à Bonn à la fin de l'année. C'est le journal des milieux d'affaires allemands, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui révèle que cette visite pourrait être reportée. Et puis une nouvelle attaque de l'ETA contre un camion français en Espagne. Un commando de l'organisation indépendantiste basque l'a incendié la nuit dernière. La police a donné l'assaut il y a quelques minutes à une caisse d'épargne de Düsseldorf en Allemagne où 2 malfaiteurs retenaient en otage depuis 34 heures le directeur de l'agence, Pascal Guimier. Peu avant 18 heures, la police allemande donne l'assaut. Elle a dû utiliser les gros moyens pour venir à bout des preneurs d'otages. Succès total, les 2 malfaiteurs sont emmenés par les commandos spéciaux et le directeur de la caisse d'épargne est sain et sauf. Le suspense en fait durait depuis hier matin. Cet homme, c'est l'un des 2 gangsters qui retenait de force le directeur de la caisse d'épargne de Düsseldorf. Les pourparlers avec la police se sont faits par téléphone. Des pourparlers qui n'ont jamais abouti. Les malfaiteurs réclamaient une rançon de 500 000 Deutschmark, soit un peu plus de 150 millions de centimes. En échange, ils acceptaient de libérer leur otage. Autre exigence, une voiture puissante pour quitter le pays. On leur en a apporté 4, de marques différentes, mais aucune ne leur a plu. Les gangsters faisaient les difficiles, les commandos spéciaux ont supporté leurs caprices pendant près de 36 heures, jusqu'à ce qu'il devienne évident que la police n'avait plus rien à y gagner. Il ne lui restait plus qu'une solution, la manière forte. Partira, partira pas, la navette Discovery a décidément bien des malheurs. Son lancement a été reporté d'au moins 24 heures. Les spécialistes s'interrogent encore sur le moment le plus approprié après de nouveaux pépins la nuit dernière. Jacques Violet. 3e faux départ pour le 3e exemplaire de la navette. Avec Discovery, qui n'a encore jamais volé, la NASA ne veut prendre aucun risque. Cette fois, c'est le système électronique qui commande l'allumage et la séparation des boosters, ces 2 réservoirs blancs de chaque côté de la navette, qui ne réagissaient pas aux ordres de l'ordinateur. Les ingénieurs responsables du vol ont préféré retarder le départ et tout vérifier. Cette prudence s'explique par différentes raisons. Il y a dans la soute de la navette une véritable fortune, 3 satellites de télécommunication dont un pour les militaires américains. Parmi les membres de l'équipage, le premier passager payant. Il doit fabriquer dans l'espace de nouveaux médicaments. Sa compagnie a payé son billet 72 millions de centimes. Enfin, la navette, qui a connu ces derniers mois de nombreux problèmes, dont la perte de 2 satellites, n'a aujourd'hui aucun droit à l'erreur. C'est Fleury-Michon de Philippe Poupon qui a pris la 3e place de la Transat Québec-Saint-Malo. Il a franchi la ligne d'arrivée avec un peu plus de 19 heures de retard sur le vainqueur Loïc Karadec sur Royal. Eugène Riguidel sur William Sorin est 4e avec très exactement 24 heures de retard sur le premier. Et ce soir encore, on s'émerveille devant la rapidité de ces Formule 1 de la mer que sont les nouveaux catamarans et autres trimarans qui remportent record sur record. Le triomphe d'une technologie toute nouvelle. Gilles Cosadet. Royal, le vainqueur de Québec-Saint-Malo, franchit la ligne d'arrivée en se traînant. Et pourtant, il vient de traverser l'Atlantique en moins de 9 jours. Un catamaran, comme tous les nouveaux voiliers de course au large, qui a parié sur la longueur, plus de 24 mètres, longueur étant synonyme de vitesse, mais qui a aussi et surtout parié sur son immense mât en forme d'aile d'avion d'une surface de 55 mètres carrés. Alors l'intérêt de ce Maël, il est double, je dirais. Il y a d'abord une augmentation de performance dans la mesure où il joue un peu le même effet qu'un turbo sur un moteur de Formule 1, si on veut simplifier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mât classique qui est doté d'un gréement relativement complexe, qui est juste placé en avant de la grand voile du bateau et qui donc diminue le rendement de la grand voile et donc diminue aussi les performances du bateau, là on a un ensemble Maël
un ensemble Maël plus grand voile, situés l'un derrière l'autre, qui agit comme un ensemble qu'on peut articuler comme une aile d'avion ou comme une aile d'oiseau en fait, et qui a un rendement bien meilleur à une voile traditionnelle. D'autres, comme Marc Pajot, axent leurs recherches sur les nouveaux matériaux comme le carbone pour s'assurer une plus grande légèreté et une meilleure rigidité de l'ensemble. C'est la révolution technologique qui démode définitivement, si cela était encore possible, la marine à voile de nos pères. Marc Pajot a en effet refusé, et l'avenir dira s'il a eu raison, de se laisser entraîner dans l'escalade de la longueur à la flottaison, son voilier ne mesure que 21 mètres, pour explorer les voies plus difficiles et peut-être plus onéreuses de la recherche. Son gréement tournant associe grand voile et voile d'avant, ses coques et sa poutre de liaison sont pratiquement entièrement réalisés en carbone. Un pari difficile pour Pajot, mais c'est le prix payé pour aller toujours plus vite sur l'eau. Mais pour le moment, les 24 mètres et plus ont gagné la première manche. Petite surprise cet après-midi, dans la route du Berry, la dernière épreuve avant les championnats du monde cyclistes de Barcelone, les deux leaders de l'équipe de France, Laurent Fignon et Bernard Hinault, se sont arrêtés après 145 km de course. Il restait 60 km à parcourir. Il semble que nos deux champions aient tout simplement décidé de s'arrêter, estimant que ce dernier test était suffisant et qu'il était inutile d'en faire plus. Et puis en tennis, à Flushing Meadow, Henri Lecomte s'est qualifié pour le deuxième tour en battant l'Américain John Sadri en 4-7, 2-6, 6-3, 6-4 et 6-3. Lecomte rencontrera au deuxième tour le vainqueur du match qui doit opposer l'Australien Peter Doohan à l'Américain Lloyd Bourne. Il y a un quartet demain à Vincennes dans le prix de Narbonne. Vous découvrez les pronostics de Pierrette Bresse. Le 9, le 6, le 10... le 11, le 12, le 4, le 3 et l'As. Le 9, le 6, le 10, le 11, le 12, le 4, le 3 et l'As. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta et les conseils de Bison Futé. Oui, alors la météo d'abord, bonne nouvelle. L'été fait peau neuve, l'anticyclone est là. Paresseux, il ne bouge pas, mais il joue tout de même son rôle de protecteur. Regardez la photo satellite. Les perturbations ne peuvent pas faire autrement que de contourner cet anticyclone. De temps en temps, 1, 2, peut-être 3 cumulonimbus s'échappent et viennent obscurcir le ciel du Nord-Pas-de-Calais. En revanche, on s'aperçoit qu'au sud, la perturbation qui affectait ces derniers jours les zones méridionales s'en est allée. Il n'y avait plus cet après-midi que quelques résidus. Ce sont ces petites taches blanches que l'on voit. Le gros de la perturbation maintenant est sur la Sardaigne, sur la Sicile et sur le sud de l'Italie. Alors pour nous, demain, sur notre carte, c'est du beau temps. Beau temps bien sûr, après dissipation des brumes et brouillards matinaux. Et il y aura quand même toujours quelques passages nuageux toute la journée, des côtes de la Manche aux Ardennes. Mais le baromètre est en hausse et le thermomètre aussi. Un minimum de 22 degrés et jusqu'à 27 sur la moitié nord, de 26 à 28 degrés sur la moitié sud. Peu de différence en fait du nord au sud et cela nous donne une moyenne nationale à peu près de 27 degrés, c'est pas mal. Demain, jeudi 30 août, le soleil se lèvera à 7h04, se couchera à 20h37. Ce sera la Saint-Fiacre qui est le patron des jardiniers, des maraîchers et bien sûr des cochers. Et puis bien sûr, à partir de demain, on peut s'attendre à des rentrées de vacances. On attend 4,5 millions d'automobilistes sur les routes. Alors, ne partez pas entre 6h et 15h du littoral méditerranéen et surtout pas entre 9h et 15h. On prévoit beaucoup de ralentissement toute la matinée sur l'autoroute A7 entre Valence et Vienne et dans les environs de Lyon. Mais la journée la plus chargée sera celle du vendredi 31 août. Nous en reparlerons demain soir. Le dernier journal vous sera présenté vers 23h05 par Jacques Séguy. Il reviendra en détail sur les propositions présentées il y a un instant par M. Chevènement sur l'avenir de l'enseignement privé. Demain, Daniel Bilalian à 12h45 pour Antenne de Midi et je vous retrouverai à 20h. Excellente soirée.